juste un petit mot sur le cabinet. Donc, cabinet Dreyfus, on est un cabinet de conseil en propriété industrielle. On est très spécialisé sur tout ce qui est digital, hein, puisque notre ADN, c'est vous protéger dans le monde virtuel autant que dans le monde réel. On est membre d'une profession réglementée et on a une expertise qui est intégralement dédiée à la propriété intellectuelle, tout dans la propriété intellectuelle et l'économie numérique. Donc, on a des compétences transverses avec des équipes à la fois de juristes, juridiques, techniques et également de contentieux. On a développé une plateforme métier, Dreyfus IP Web, avec nos propres robots de surveillance sur les noms de domaine, des robots. Donc, on a une vision à 360 degrés de la propriété intellectuelle et une expertise que les gens considèrent comme pointue et personnalisée. Donc, nos compétences, c'est à la fois les marques, les noms de domaine, les réseaux sociaux, les dessins et modèles, les nouvelles technologies, droits d'auteur, que ce soit pour des procédures, du licensing, du contentieux, du conseil. Alors, pour aujourd'hui, on a réuni une team de choc au cabinet. Donc, vous avez Soraya, qui est juriste senior au cabinet. Sarah Taguizadeh et Camille Foissa, qui sont des juristes émérites et pointus en IP IT. Et je vais leur laisser immédiatement la parole. Alors, pourquoi est-il essentiel pour une start-up d'investir dans une stratégie de propriété intellectuelle? Donc, premièrement, vous allez pouvoir protéger vos innovations. Donc, c'est-à-dire que si vous déposez une marque, par exemple, en dessin et modèle, vous allez ensuite pouvoir agir contre tous les tiers qui viendraient porter atteinte à vos droits. Vous allez aussi valoriser vos actifs immatériels. Donc, ça montre, en déposant un brevet, par exemple, ou une marque, que vous croyez en la qualité de votre produit ou de votre service, ce qui est très important pour rassurer les clients et les investisseurs. Et notamment, on sait à cet égard que lorsqu'on a une bonne stratégie en matière de propriété intellectuelle, on augmente de beaucoup les opportunités de levée de fonds. Et sur ce plan financier, vous allez aussi pouvoir générer des revenus, par exemple en possédant des licences sur vos marques, qui vont pouvoir vous rapporter des royalties, ou à terme en cédant des droits dont vous n'avez plus besoin. Vous allez également faciliter votre expansion à l'international, puisque dans certains pays, il est parfois requis de disposer de droits enregistrés. Le programme de notre webinaire. Donc, on va d'abord voir ce qui est protégeable et pourquoi il faut le protéger. Une fois qu'on a obtenu cette protection, comment bien défendre ses droits via la surveillance. Et enfin, on vous donnera quelques mots sur notre expertise. Que protéger et pourquoi? Alors, chaque innovation est unique. Donc, il est important de bien déterminer le périmètre de ce qui est protégeable et de comment le protéger. Donc, pour une mise en situation, donc pour illustrer ce propos, on a choisi l'iPhone qui mobilise divers droits. Donc, tout d'abord, on a le nom du produit, iPhone, qui peut faire l'objet d'une protection via une marque verbale. Le logo de la petite pomme est protégeable par le droit d'auteur, mais également par la marque figurative. Donc, voilà, donc sans entrer dans les détails, il est toujours plus facile d'agir via une marque qu'en mobilisant son droit d'auteur. Le logiciel, lui aussi, est protégé par le droit d'auteur, ce qui peut être surprenant, mais c'est comme ça en droit français. Les fonctionnalités innovantes que peuvent avoir cet iPhone peuvent faire l'objet d'un brevet. Et enfin, l'esthétique, donc le design du téléphone, peut être protégé via le droit des dessins et modèles ou par le dépôt d'une marque tridimensionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, plusieurs droits viennent protéger cette innovation. Alors, la marque, on la protège dans le monde réel, tout d'abord. Son grand avantage, c'est qu'elle vous confère un monopole d'exploitation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir agir contre les tiers qui viennent porter atteinte à vos droits. Donc, pour donner un exemple, par exemple, Dyson qui fait des aspirateurs, s'ils découvrent un dépôt de marque Maison qui fait aussi des aspirateurs, ils vont pouvoir agir en disant non, on était là avant, vous ne pouvez pas empiéter sur notre activité avec ce nom-là. La marque est renouvelable indéfiniment, ce qui n'est pas le cas de tous les actifs. Et voilà, ça dépend des pays, mais en général, c'est tous les 10 ans. C'est un pilier aussi dans votre stratégie marketing et commerciale. Vous allez par exemple pouvoir utiliser le petit R dans un rond qui montre que la marque est enregistrée. Et comme on l'a vu, ça permet de rassurer à la fois vos clients et vos investisseurs.
Vous allez aussi protéger les investissements que vous avez réalisés pour le lancement d'un produit ou service. Donc, si par exemple, vous avez passé des heures autour d'une table avec une large équipe pour choisir le nom de votre produit, c'est bien de le protéger à titre de marque pour pouvoir agir plus facilement en cas d'atteinte. Comme on l'a vu, la marque est aussi requise pour pouvoir exploiter dans certains pays. Donc, en Chine, on pourra vous demander une marque enregistrée pour les produits et services avant l'exploitation. Et enfin, comme on l'avait déjà vu, c'est aussi source de revenus par les licences notamment. Mais la marque est aussi très utile pour se défendre sur Internet. C'est un outil très, très puissant. Et les atteintes sur Internet, on n'en démord pas. Il y en a tout le temps. Donc, c'est important de pouvoir agir et se défendre. Et à ce sujet-là, il faut savoir que certaines procédures ne sont accessibles que si on a un droit de marque. C'est par exemple le cas de la procédure UDRP, qui vous permet d'obtenir le transfert ou l'annulation d'un nom de domaine qui porte atteinte à vos droits. Et l'une des conditions, et c'est d'ailleurs la première condition, c'est que ce nom de domaine imite ou reproduise une marque que vous avez. Donc, en parlant de marque, quel type de marque pouvons-nous protéger? Donc, il existe de nombreux types de marques. Il y a des marques plutôt classiques et des marques beaucoup moins communes. Donc, dans les marques dites traditionnelles, on a par exemple la marque verbale, qui peut être un nom, un mot, un slogan, ou la marque figurative, qui peut être par exemple un logo. Il existe également des marques qui présentent à la fois des éléments verbaux et des éléments figuratifs, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, par exemple la marque Fujitsu ou la marque Gore-Tex. Et si je veux protéger une mélodie, les motifs de ma dernière veste, eh bien c'est possible. Il existe des marques de motifs, des marques de couleurs ou par exemple des marques de position. Prada a d'ailleurs fait protéger à l'arrière de sa chaussure la petite bandelette rouge. Donc c'est possible de protéger une marque de position. Depuis peu, avec la suppression d'exigences de représentation graphique dans la marque, on peut également protéger des marques sonores. Donc Lidl l'a fait en protégeant son petit jingle que nous allons écouter. Bon, je crois qu'on ne l'a pas très bien entendu, mais vous le retrouverez sur le PowerPoint que nous allons vous donner à la fin du webinaire. Je retente, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. On a entendu la fin. Bon, c'est pas grave, il le retrouvera après. Alors, parmi les nouvelles marques qui sont protégeables aujourd'hui, ce sont les marques qui bougent, telles que les marques de mouvement, les marques multimédia, les marques hologrammes. Donc, pour les marques de mouvement, vous allez pouvoir déposer le dessin du mouvement avec sa description en dessous, comme l'a fait Sony. La description indique en quoi consiste le mouvement, mais vous pouvez aussi directement déposer votre marque qui bouge donc, sous la forme d'une vidéo, comme l'a fait Fallen Gardner. Donc c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de drapeaux. Voilà, ils ont déposé le fichier MP4 et l'Office européen l'a accepté. C'est comme ça qu'il se présente sur le site de l'Office. Donc, toutes ces marques ont été enregistrées, évidemment, avec leur numéro d'enregistrement. Et la marque hologramme aussi a été enregistrée. Google l'a déposée. Et là, sous forme de vidéo également, vous pouvez voir normalement la petite languette avec un support holographique qui bouge. Voilà, tout un tas de nouvelles marques qui n'étaient pas protégeables auparavant et que les offices acceptent aujourd'hui. Et par les dessins et modèles, vous pouvez également protéger l'esthétique de vos produits. Donc, ça a toute son importance dans le sens où ces dépôts sont stratégiquement intéressants. C'est des outils de communication marketing. Vous allez pouvoir avoir la mention modèle déposé sur vos formes, vos surfaces. Ça vous procure une présomption de titularité également lors d'un litige, donc, qui n'est pas négligeable. Et la durée de protection des dessins et modèles est courte. Elle est adaptée au secteur industriel puisqu'elle est de 5 ans. On sait que ce secteur a besoin de se renouveler. Et il faut également préciser que cette protection des dessins et modèles se cumule à celle du droit d'auteur, donc ce qui est très intéressant. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut déposer? Par exemple, vous avez un particulier qui a déposé la forme d'un drone qui était originale. Et Total a par exemple déposé son interface graphique. Donc, si vous créez des logiciels, vous pouvez déposer des interfaces à titre de dessin et modèle. Voilà, donc une protection très intéressante pour les entrepreneurs, par exemple. Et on va tout de suite passer à la stratégie à adopter. Voilà, donc la stratégie marque et dessin et modèle, il faut vraiment l'intégrer dès le dépôt, dès le début du projet.
Pourquoi? Parce qu'on peut éviter les dépôts frauduleux, les indiscrétions. Vous commencez à parler de votre projet. Un tiers mal intentionné peut très bien déposer la marque à votre place. Et de façon frauduleuse. Vous créez un objet esthétique, il est divulgué, et la divulgation va tuer en fait la possibilité de se protéger par dessin et modèle. Donc c'est vraiment, je sais que pour les entrepreneurs c'est souvent un sujet parce qu'on se dit ben, c'est des dépenses, je veux plutôt capitaliser sur le marketing, etc. Mais il faut vraiment dès le départ du projet, penser propriété intellectuelle et mettre en place la stratégie adaptée. Alors, on ne peut pas tout faire quand on commence, il faut choisir ses batailles. Et donc, comme ce sont des droits qui sont territoriaux, choisir les territoires qui sont adaptés. Donc, normalement, les pays où on fabrique, où on est présent, les pays où on commercialise et les pays de projet. Sachant qu'on peut bénéficier d'un droit techniquement de priorité, par exemple en déposant une marque ou un modèle, on a à peu près après 6 mois pour le protéger à l'étranger sans que un droit soit opposable dans l'intermédiaire. Donc ça permet, c'est un levier important qui permet de bénéficier d'une possibilité, d'une protection et d'une possibilité de l'étendre à l'étranger. Donc, il faut penser toujours global et digital, pas seulement dans le monde réel, mais aussi sur l'Internet. Lorsqu'on a une marque, ben, tout de suite réserver les noms de domaine parce que la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Faire attention aussi aux choix qu'on fait en matière de marque. Quelquefois, on trouve que la marque est très belle, mais elle peut être très difficile à enregistrer, à défendre, parce que soit elle est générique, soit elle correspond à un nom de famille. Qui peuvent être très difficiles à obtenir, notamment aux États-Unis. Donc, le mieux, c'est quand même de se faire assister d'un conseil pour justement, finalement, optimiser les coûts et puis aussi se montrer aussi extrêmement sérieux dans le cadre d'une due diligence, par exemple. Alors, les droits d'auteur, on dit bénéficier sans modération parce qu'en fait, on est en France un des pays les plus protecteurs du droit d'auteur. On protège à peu près tout ce qui sort du cerveau de l'homme. Et il n'y a pas de degré ou de hauteur inventive comme on a par exemple en droit allemand. Donc, c'est une protection sans formalité. Il faut seulement pouvoir prouver sa création. Prouver sa création, c'est par tout moyen. L'INPI, avec l'INPI, on a un système de e-solo qui permet de prendre date, mais ça peut être par blockchain, ça peut être par huissier. Et ça permet d'avoir une protection, une protection déjà de façon large. On peut protéger un logo, on peut protéger du logiciel, comme on nous l'a dit avant, une photographie. Voilà. Alors, les conditions diffèrent d'un pays à l'autre, mais en France, on est un pays qui est très, très protecteur des droits d'auteur. Mais il faut faire attention à la titularité des droits. Parce que vous allez être amené à travailler, ou vous conseillez une start-up, elle est amenée à travailler avec des prestataires. Ça peut être des freelances, ça peut être des agences. Ils vont créer des logos, ils vont organiser des campagnes de marketing, des visuels. Vous allez travailler avec des stagiaires, vous travaillez avec des salariés aussi. Il faut absolument s'assurer que vous avez la titularité des droits d'auteur. Donc, par des jeux contractuels, que ce soit des clauses dans les contrats de salariés, que ce soit des clauses de cession de droits d'auteur. Et attention, parce que autant en France, donc on protège de façon extrêmement large le droit d'auteur, mais on laisse aussi à l'auteur, de façon très très large, son droit. Donc, ce qui n'est pas cédé de façon exhaustive ou n'est pas énuméré, ce qui n'a pas écrit n'a pas le mérite d'exister. Et donc, il n'existe pas. Et la jurisprudence est constante en la matière. Si je ne prévois pas, par exemple, le droit de déposer la marque dans mon contrat de cession, ce droit n'est pas cédé. C'est la Cour de cassation qui nous le dit encore le 16 février 2010. Ou alors, très, très récemment, si les droits numériques ne sont pas énumérés de façon spécifique, ils ne sont pas cédés. Et c'est un jugement du 26 mai 2020 du tribunal judiciaire de Lille.
Alors, il y a un cas particulier, c'est le logiciel, puisque les droits sont dévolus automatiquement à l'employeur, sauf stipulation contraire. Alors aussi, pourquoi parier sur un brevet lorsqu'on est une start-up? Parier, enfin, quand on a accès à la possibilité de breveter effectivement une invention, c'est quand même un outil aussi extrêmement puissant, c'est une présomption aussi de propriété, c'est aussi un support de négociation, c'est une arme en tant que telle, très dissuasive. Et c'est un ajout aussi pour la communication par rapport à des éventuels potentiels investisseurs. Ça rassure beaucoup dans une levée de fonds. Alors, on peut breveter, bien sûr, de la mécanique, mais également, il faut penser en termes de logiciel, parce que si l'invention n'est pas entièrement logicielle, il peut y avoir matière à brevet. On peut aussi breveter des business methods. C'est notamment aux États-Unis, il y a toute une stratégie. Et donc, en fait, quand on est face à une invention, puisque là, on a vu un peu un panoplie de tous les droits auxquels on a accès, qui sont accessibles pour nous, que ce soit des droits d'auteur, des marques, des droits de dessin et modèle, du brevet, il faut savoir établir une stratégie, savoir quel droit, comment se protéger. Sachant que pour les brevets, il y a quand même des incitatifs, puisqu'il y a une réduction qui est accordée sur les taxes par l'INPI pour justement les startups. Et ils ont donc 50% de réduction sur les principales redevances de procédure. Alors, pourquoi enregistrer les noms de domaine aussi? Alors, comme on l'a vu, la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Et surtout, quand vous commencez à utiliser l'Internet, vous allez utiliser des noms, vous laissez des traces. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui se dit, tiens, ce nom, il est pas mal, et je l'enregistre en tant que nom de domaine, et hop, vous vous êtes embêté puisque vous ne pourrez plus communiquer sur ce nom de domaine. Il faut savoir que le marché des noms de domaine est assez saturé lorsqu'il y a peu de lettres sur les .com, et on a un second marché qui est florissant, donc le marché de la location ou de la revente des noms de domaine, avec des prix de revente qui sont extrêmement élevés. Même pendant le Covid, nous, on a été amenés à racheter des noms de domaine pour des montants extrêmement importants. Vous avez le nom de domaine voice.com qui a été vendu pour plus de 30 millions de dollars. Ce qui est important, donc, c'est de prendre les bonnes précautions pour tout ce qui est nom de domaine. C'est un actif, comme la marque. Et on a tendance, quand on se lance, à se dire tiens, j'ai ma société d'hébergement, je vais lui dire aussi de réserver mon nom de domaine. On voit beaucoup de litiges, nous, au cabinet, sur ces sujets, puisque la société d'hébergement ou celui qui a créé le site Internet, finalement, souvent, on veut évoluer, on veut changer, on veut prendre quelqu'un d'autre, et puis on a le nom de domaine qui reste chez ce prestataire. Et c'est un élément de chantage pour le prestataire. Il faut vraiment séparer la propriété des noms de domaine de l'hébergement et du marketing. C'est très important. Après le dépôt, la surveillance et la défense, donc, on est très content, on a obtenu la protection qu'on voulait sur sa marque, par exemple, sur son dessin et modèle. Mais on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a son droit, il faut le défendre. Pour le défendre, il faut connaître. Et pour connaître, il faut absolument surveiller. Donc, surveiller pour bien se défendre. Donc, on met en place des surveillances. Donc, on en a de toutes sortes. Donc, après, il faut cibler lesquelles sont les pertinentes par rapport à vos droits. Donc, on a les surveillances parmi les marques. Vous allez pouvoir détecter toutes les marques identiques ou similaires à la vôtre et agir. Les dénominations sociales. Donc, en fait, on surveille aussi les noms d'entreprises et les enseignes. Voilà, parce que, par exemple, la marque constitue une antériorité opposable à la dénomination sociale, par exemple. Les réseaux sociaux, donc pour pouvoir agir si jamais un faux compte usurpe votre identité. Les noms de domaine, donc on a beaucoup d'atteintes parmi les noms de domaine, donc c'est très important. Et en douane, comme ça, si des produits contrefaisants sont saisis, vous allez potentiellement pouvoir en obtenir la destruction. Pourquoi surveiller sa marque? Donc, comme on l'a dit, c'est important et on va pouvoir détecter des dépôts identiques ou similaires sur les territoires surveillés. Donc, en général, le périmètre de la surveillance est conforme en fait à l'étendue de votre protection. Donc, si vous avez une marque française, vous allez surveiller pas qu'en France, mais aussi parmi les marques de l'Union européenne, puisqu'avec une marque française, vous pouvez agir contre les marques de l'Union européenne.
Et donc, l'avantage, c'est aussi de pouvoir agir dès le départ, envoyer une lettre de mise en demeure pour essayer d'obtenir le retrait amiable de la marque qui est gênante ou négocier une coexistence et donc s'éviter des frais rocambolesques par la suite. Si jamais la personne refuse de négocier, vous aurez toujours la possibilité de faire opposition. Donc, c'est une action qui est non judiciaire et qui vous permet de barrer l'enregistrement de la marque et donc d'obtenir satisfaction assez rapidement. Et enfin, un des autres avantages, c'est de permettre d'éviter la dilution de la marque, puisque si on n'agit pas, la marque peut être utilisée à tort et à travers. Et quand même, la fonction de la marque, c'est de garantir l'origine de vos produits et services. Donc, si tout le monde utilise la marque de manière générique, vous allez finir par perdre vos droits. Pourquoi surveiller parmi les noms de domaine, les réseaux sociaux et les apps? Comme on l'a vu, il y a beaucoup d'atteintes sur Internet. Par exemple, on a des faux sites web qui vont se faire passer pour une entreprise et prétendre vendre ses produits ou rendre ses services. On en a surtout beaucoup qui émergent pendant les périodes de soldes ou de Black Friday et qui sont souvent associés à des faux comptes sur les réseaux sociaux qui vont promouvoir ces sites et leur donner un aspect légitime. Et donc, c'est plus facile de flouer les consommateurs comme ça. On a par exemple aussi les fraudes au président. Donc ça, il faut être assez sophistiqué puisque le fraudeur va se faire passer pour le dirigeant de l'entreprise et cibler en général un de ses assistants en lui envoyant un email en disant il faut faire cette opération financière de manière urgente. Et voilà. Et donc comme ça, la personne qui n'est pas forcément éduquée à toutes ces attentes sur Internet peut se faire avoir. Et quelque chose d'important, si vous détectez un nom de domaine et qu'il n'y a pas de site, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'atteinte. Il faut faire attention aux serveurs MX, donc en fait, ce sont les serveurs de messagerie, puisque s'ils sont paramétrés, ça signifie que le titulaire du nom de domaine pourra envoyer à n'importe qui des emails en se faisant passer pour vous, à partir de ce nom de domaine qui est proche de votre marque, et donc causer des dégâts via ces campagnes d'emailing. Alors voilà, se surveiller et agir, c'est aussi une contrainte légale. Donc, c'est plus une option aujourd'hui. Donc, on a tout un panel de lois qui organise la responsabilité des entreprises. Et donc, en fait, on parle de conformité. Donc, Nathalie vous en dira un peu plus après. Mais pour être conforme, il y a des dispositifs à mettre en place en interne. Donc, il faut, par exemple, cartographier les risques. C'est-à-dire que vous allez dire, bon, ça, c'est le risque 1, c'est le risque majeur. Ça, je ne laisse jamais passer. Je vais agir tout de suite, que l'atteinte soit avérée ou non. Donc, on cartographie les risques. On met en place un dispositif d'alerte en interne qui permet d'agir et de réagir efficacement lorsqu'une atteinte est avérée. On essaie de former ces équipes pour qu'elles puissent réagir de manière adéquate. Et on effectue de temps en temps des contrôles internes pour vérifier que tout est en place. Oui, merci Soraya. Et donc cette compliance appliquée aux noms de domaine, aujourd'hui, les noms de domaine sur Internet, c'est à la fois un actif de la société, mais c'est aussi un vecteur de risque, puisque ça peut véhiculer des campagnes de phishing, de faux comptes, de sites de contrefaçon. Et donc, ça rentre complètement dans ces questions de compliance. Et donc, il y a vraiment des stratégies et du conseil à mettre en place pour que la propriété intellectuelle et notamment les noms de domaine soient inclus dans les plans de compliance des entreprises. Alors, on va passer aux questions qui sont fréquemment posées au cabinet. Alors, on a… quelles sont les questions qui se posent généralement Oui, par exemple, on a des entrepreneurs qui peuvent venir nous voir et nous demander, voilà, j'ai trouvé une marque proche de celle que je veux déposer. Alors, que faire? Nathalie, experte en la matière, va pouvoir nous répondre. Alors, proche comment? Proche, alors on leur demande, on regarde, est-ce que c'est proche, le signe sont proches, les produits et services sont proches. Ça peut être une marque qui est finalement enregistrée, elle est proche, mais elle est pour des produits et services différents. Et au sens de la jurisprudence droit des marques, elle ne sera pas gênante. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est le fait d'obtenir un enregistrement de marque ne vous garantit pas contre des actions ou des reproches ou en contrefaçon de tiers ultérieurement. Puisqu'en fait, même si la marque est enregistrée, on peut très bien avoir une action postérieure. L'INPI ne fait pas la police du marché, c'est-à-dire qu'elle ne refait pas une recherche d'antériorité. C'est à chacun de le faire. Et avant de déposer une marque ou avant de lancer une société, avant de lancer un nom de domaine, un site marchand, il faut effectuer des recherches d'antériorité pour voir
si la marque est disponible, avoir une photographie de l'existant, et c'est extrêmement important. Et ce travail était important, et on peut avoir plusieurs niveaux de recherche. C'est pour ça qu'on voit sur le marché beaucoup de différences de prix entre les recherches qui sont proposées par certains prestataires. Des recherches très complètes, et c'est ce qu'on recommande parce que c'est un investissement sur l'avenir, c'est un investissement sur 10 ans, en faisant des recherches par similitude sur les marques pour voir et anticiper que dans 5-6 ans, il n'y aura pas de problème sur la marque, parce qu'aujourd'hui, la marque n'est pas connue, mais quand elle le sera, le dommage peut être important, et les dommages et intérêts réclamés et obtenus peuvent être beaucoup plus importants. Donc, autre question, comment choisir efficacement les classes de dépôt pour ma marque? Voilà, alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Mais les classes, en fait, la classification, elle est purement administrative. Elle est faite pour faire des recherches d'antériorité et recueillir des taxes. C'est vraiment très, très, très pragmatique. En fait, la marque, elle est protégée uniquement pour les produits et services qui sont désignés dans le libellé de la marque. Donc, ça peut être… nous, qu'est-ce qu'on répond à ça? On dit, mais dites-moi ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et je vous dirai comment vous protéger. Par exemple, si c'est dans les vêtements, je suis en classe 25 normalement. Mais si je fournis en fait un bien, si j'ai en fait un tas de t-shirts que je vends, je fournis un bien. Si j'ai des personnes qui apportent des t-shirts et qu'on les imprime, je fais de l'imprimerie, l'impression. Si je vends des t-shirts et que j'imprime des motifs, je peux enregistrer des marques pour un bien ou un service. Donc, si je les vends sur un site web, je fais un service de détail. Donc, c'est extrêmement important de bien travailler, ciseler en fait comment, pour quels produits et services on dépose sa marque, puisqu'en plus, souvent, on l'utilise après comme droit de priorité pour bénéficier de ces 6 mois pour étendre à l'étranger. Et donc, c'est important que le travail soit extrêmement bien fait en amont. Alors oui, une autre question qui ressort pas mal des clients. Alors, quelle est la différence entre les symboles R entourés, le TM, et qu'est-ce que le C également entouré? Nathalie? C'est une très bonne question. Alors, le C entouré, c'est copyright. Donc ça, vous le voyez dans les livres, etc. Assorti de la mention de l'année, ça dit donc qu'il y a une mention de copyright. C'est pour le droit d'auteur. Pour R et TM, c'est beaucoup plus subtil. On ne sait jamais exactement comment utiliser R et TM. Le R, c'est la marque enregistrée. Le TM, c'est la marque de common law, qui est une marque obtenue par l'usage, qui n'est pas enregistrée normalement. Ce qui est très important, c'est surtout de ne pas utiliser ces symboles à tort, surtout le R et le TM, si la marque n'est pas enregistrée, ne pas imposer un signe comme le R, parce que ça pourrait tromper le public et engager la responsabilité de la société. Après, donc, il est recommandé de l'utiliser une fois que la marque est enregistrée, ou déposée au moins sous réserve de l'enregistrement, pour montrer que c'est une marque enregistrée, éviter aussi la dégénérescence de la marque lorsque elle est proche de désigner le produit lui-même. Donc, une question sur les droits d'auteur. Donc, je suis entrepreneur, je souhaite poster une photo sur les réseaux sociaux, par exemple, de mon entreprise. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Bien sûr, oui, il faut faire très attention, donc, parce qu'en fait, tout dépend ce qu'il y aura comme photo, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, déjà sur Internet, il faut poster une photo, il faut avoir les droits. Mais les réseaux sociaux, c'est encore plus spécifique, puisqu'en fait, on donne une licence non exclusive, indéfinie, à pratiquement tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc. C'est dans leurs conditions générales d'utilisation. Ce qui veut dire que si j'ai, par exemple, fait créer par une agence un visuel avec un mannequin, par exemple, qui nous donne un droit à l'image pour une durée limitée, le fait de le poster pour les réseaux peut mettre ma société à risque de porter atteinte à ses droits. Donc, il faut être extrêmement précautionneux pour tout ce qu'on poste sur Internet, et en particulier sur les réseaux sociaux. Alors, une autre question qui a quand même son importance. Aujourd'hui, c'est vrai que les entrepreneurs peuvent utiliser dans leur logo, dans leur site, sur leur site, en fond, une image représentant un monument historique, par exemple de la ville où ils exercent. Donc, y a-t-il des précautions à prendre également?
Ah oui, ça c'est quelque chose on retrouve souvent, surtout nous qui sommes à Paris. Par exemple, pour la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, est-ce qu'il y a un droit? Tout le monde utilise à tort et à travers la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel, ben, l'architecte, il est effectivement décédé depuis plus de 70 ans, donc il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, a priori, il n'y a pas de, on peut librement photographier, utiliser la représentation de la Tour Eiffel. Maintenant, elle est éclairée la nuit, il y a un droit d'auteur sur l'éclairage. Si je prends encore un exemple parisien, le centre Pompidou, son architecte, Renzo Piano, il est encore en vie, donc il y a le droit de l'architecte, le droit d'auteur. Donc on ne peut pas l'utiliser à des fins commerciales de façon libre. Donc tout est question, c'est au cas par cas qu'on va examiner cette question. Donc, puis-je exploiter une idée évoquée par un salarié lors d'une séance de brainstorming ou déposée dans une boîte à idées? Ouais, alors ça aussi, c'est une bonne question parce que là, on se réunit tous, on essaie de chercher la meilleure idée, créer un nom, etc. Donc là, il faut vraiment prévoir à l'avance que les droits vont appartenir à la société et que les informations qui vont être communiquées ne peuvent pas être exploitées, et également de la confidentialité des informations. C'est très, très important. On a aussi des litiges là-dessus. Alors, quelques mythes à déconstruire en matière de mode qu'on entend souvent. Par exemple, on pense que l'absence d'apposition de marque sur un produit exclut la contrefaçon. Ou alors, on pense que comme il y a des différences entre deux produits, ça suffit pour écarter la contrefaçon. Si par exemple, il y en a 7. Alors, Nathalie va nous expliquer. Alors ça, on voit souvent, c'est en matière de mode. Et c'est vraiment une idée ça fait partie des mythes dans le domaine de la mode. On nous dit, ben oui, ben moi, il n'y a pas de contrefaçon parce que j'ai cette différence. Donc, si j'ai cette différence, je peux pas, il n'y a pas de risque de confusion. C'est complètement faux, en fait, puisque la contrefaçon, elle s'apprécie par les ressemblances et non par les différences. Et cette notion de cette différence, on la retrouve aussi à l'étranger. C'est vraiment quelque chose qui circule. Et également, on nous dit, ben oui, là, voilà, j'ai créé ce sac, mais de toute manière, bon, il ressemble à un autre sac d'un créateur connu, mais je n'ai pas reproduit la marque. Là aussi, c'est complètement faux, puisqu'il y a une protection sur le design. Donc, il faut faire attention à tout ça et vraiment toujours prendre conseil. Donc, une question très importante lorsqu'on a un site internet ou qu'on fait de la vente en ligne. Donc, pourquoi dois-je penser à rédiger mes conditions générales d'utilisation et mes conditions générales de vente? Alors, les CGU, elles ne sont pas obligatoires, hein, mais c'est quand même un document contractuel qui est très utile. Et les CGV, il faut vraiment que ce sont des informations qui sont obligatoires, hein, et que les vendeurs doivent fournir en fait à la personne qui achète un produit ou un service. Donc là, il faut vraiment qu'elle soit clairement présentée. Et il y a bien sûr l'aspect aussi propriété intellectuelle qui intervient. Donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir bien avoir des bonnes conditions générales de vente sur son site internet. Alors, quel contrat prévoir dans le cadre de négociation ou d'un partenariat, par exemple, auquel… Alors ça, c'est très, très important parce qu'en fait, on revient à la genèse. Vous allez présenter, on va présenter une idée, une invention, une création. Il faut prendre des précautions, faire signer des contrats de confidentialité, des NDA, pour éviter en fait de se faire piller de sa création, de son innovation. Donc ces contrats, c'est pas simplement un contrat type, il faut qu'il soit vraiment très précis en disant quelles sont les informations qui sont confidentielles, pour la durée, il répond à un formalisme qui est très précis. Et bien sûr, il faut que la durée soit proportionnée par rapport à la création. Donc tout ça, tout ce qui est contrat est aussi très important. On retrouve cette importance aussi dans les contrats de recherche, les contrats lorsqu'on négocie aussi. Donc il faut vraiment penser à tout ça et surtout ces contrats de confidentialité couplés par la preuve et montrer qu'on a présenté un projet quelque part. Donc si je vais en train
présenter à une entreprise, le contrat de confidentialité plus la preuve de mon déplacement et restaurant, etc., sont un faisceau d'ensemble qui permet de montrer que si jamais l'idée, le concept est repris, cela a été fait de façon maligne. Donc, une autre question importante à laquelle on ne pense pas forcément, pourquoi faire un audit spécial propriété intellectuelle? L'audit, il garantit en fait la régularité, l'efficacité des méthodes et la sincérité des informations qui sont transmises. Il peut conforter une décision d'investissement, donc ça rassure les investisseurs. Ça peut aussi montrer que la société a évolué et qu'il y a des trous dans la raquette et qu'il faut peut-être recentrer la stratégie propriété intellectuelle. Voilà. Donc l'audit, il est important à tous les stades de la vie de la société. Et on peut toujours demander un petit audit. C'est un peu comme un check-up chez un médecin. Alors, une question commune à toutes les startups qui seront amenées à faire des levées de fonds au cours de leur vie. Comment peuvent-elles se préparer à une due diligence correctement pour gagner évidemment la confiance des investisseurs? Alors là, la due diligence, effectivement, là, on demande alors qu'est-ce que vous avez fait pour protéger votre innovation, les brevets, les dessins et modèles, les droits d'auteur, et montrer que tout est en ordre, qu'il n'y a pas de trou. Donc là, il faut vraiment déjà lister un peu les documents qui sont utiles, les licences, les contrats, naturellement les règles, les CGV, les CGU, et toute la vue d'ensemble sur la stratégie et sur la propriété intellectuelle, et notamment sur les marques. Également, il y a l'aspect contractuel aussi, tous les contrats qui ont les clauses de confidentialité, les clauses de cession de droits d'auteur dont on a vu l'importance, les clauses de confidentialité aussi. Tout ça, donc c'est tout un ensemble qui montre le sérieux et l'efficacité de la propriété intellectuelle qu'on a pu mettre en place. Et c'est de nature à rassurer les investisseurs. Donc, merci Nathalie pour ces réponses. Comme le temps qui nous est imparti est assez limité, nous vous laisserons découvrir notre expertise à travers le PowerPoint que nous vous fournirons par mail à la fin de ce webinaire. Sachez que nous proposons un pack spécial Startup, donc n'hésitez pas à nous demander des renseignements sur celui-ci si ça vous intéresse.